Bonjour à tous les parents. Cette semaine, je me suis donc replongée dans un livre de Catherine Dumonteil-Crémer, à savoir Relations frères-sœurs, du conflit à la rencontre. Bon, pour petit rappel, je suis la maman de 3 filles qui ont 8 ans, 7 ans et 3 ans. Donc on va dire que les conflits dans la fratrie, c'est quelque chose que je connais. Et donc me replonger dans cette lecture au moment des vacances me semblait vraiment sympa, surtout au démarrage des vacances, pour éviter de laisser s'envenimer peut-être des situations qu'on allait pouvoir rencontrer. Mais aussi parce qu'on rencontre les cousins, les cousines, les enfants des amis, et que du coup, toutes les relations qu'il peut y avoir dans la fratrie, certes, sont complexes à dénouer et tout ça, mais globalement, le livre nous parle aussi de ce qu'on peut vivre en termes de relations avec d'autres enfants du même âge ou d'âge semblable et autres. Ça nous parle du conflit dans tous les cas, et ça peut être un sujet qu'on aborde dans d'autres cadres que celui de notre famille nucléaire. Dans cet ouvrage, Catherine Dumonteil-Crémer commence par décortiquer la naissance de cette famille et donc elle nous parle de l'arrivée de notre premier enfant et du second enfant. Elle démarre l'ouvrage par tous les petits couacs qu'il peut y avoir et les incompréhensions qu'il peut y avoir à l'arrivée de notre deuxième enfant. Comment est-ce que nous on a vécu cette période-là? Comment est-ce qu'elle avait été présentée en amont à notre premier enfant, à l'aîné, et comment est-ce qu'elle se vit. Elle nous donne pas mal d'astuces et de conseils pour éviter les incompréhensions autour de l'arrivée du second enfant pour notre aîné. Elle nous parle aussi de l'enfant unique parce que on ne sait pas si on sera amené à avoir d'autres enfants, et elle nous explique par exemple que la façon dont on va élever notre aîné peut nous permettre de faire de la prévention pour les enfants qui rejoindront notre famille peut-être plus tard. En partant du principe, bien évidemment, que ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire se reproduit. Les enfants vont pouvoir reproduire sur leurs frères et sœurs à venir des gestes qu'on aurait eus sur eux, considérant que c'est normal et que c'est de cette façon-là que sont faites les relations humaines. Elle nous invite donc à avoir une attention particulière à l'enfant unique ou à l'aîné de notre famille. Il y a une notion très importante qui est abordée, c'est la perception. Souvent, nos enfants ont une perception du monde qui débouche sur des croyances qui sont erronées. Cette façon de voir les choses est plutôt abordée en discipline positive qu'en parentalité créative, mais j'aime beaucoup amener ça ici dans cette petite vidéo pour éclaircir le propos. C'est que votre enfant perçoit très très bien et correctement ce qui se passe autour de lui. Il va vous voir vous occuper d'un tout petit, lui apporter beaucoup d'attention et avoir énormément d'échanges empathiques et d'amour avec lui. Mais de cette perception qui est tout à fait correcte, il va pouvoir développer une croyance ou avoir une interprétation qui, elle, n'est pas du tout la réalité. Et donc il va peut-être s'imaginer que cette petite chose qui vient d'arriver dans la famille est plus importante à vos yeux que sa propre personne, et cette perception là, voilà, il va falloir aller la prévenir ceci et mettre en place des outils dans la famille avant même que ce sentiment peut-être de jalousie ou simplement de différence en fait ne naisse. Elle nous invite aussi à nous préparer à ce que notre aîné n'aimera peut-être pas l'idée de devenir un grand frère ou une grande sœur, et qui ne va peut-être pas développer un amour instinctif à l'égard du nouvel arrivé. Et qu'on va pouvoir vivre avec ça sans avoir comme attente cet amour magique qu'on nous vend dans les publicités et dans certains bouquins. Se préparer à ce que cette relation se construise et prenne du temps, c'est quand même une très bonne idée en effet. Donc dans une toute première partie de l'ouvrage, elle va nous donner des renseignements sur ce qu'on peut faire pour prévenir notre enfant de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, comment est-ce qu'on va enjoliver ou pas les choses, qu'est-ce qui va se passer pendant l'attente de cet enfant, quel genre d'informations on va pouvoir donner à l'aîné. Elle parle aussi de la question quand même qui interroge beaucoup de parents, à savoir l'allaitement. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet allaitement? Est-ce qu'on va mettre en place un co-allaitement? Comment est-ce qu'on peut sevrer notre enfant sans culpabiliser? Ou comment est-ce qu'on peut mettre en place un co-allaitement qui soit bien vécu pour tout le monde? Bien évidemment, dans cette phase de prévention, Catherine Dumonteil-Crémer va nous parler beaucoup de l'écoute qu'on doit mettre en place avec notre aîné,
pour préparer le terrain, être à l'écoute de ses sentiments, de ces sentiments qui sont peut-être négatifs et auxquels il faudrait que nous-mêmes on soit préparés à accueillir sans jugement. Elle va aborder aussi la façon dont on peut impliquer notre enfant à la naissance de son petit frère ou de sa petite sœur aux soins auxquels il va pouvoir participer. Elle parlera aussi d'une naissance à la maison, comment est-ce que ça peut se passer avec l'aîné qui est dans les parages, comment est-ce que on va pouvoir lui parler de ce projet-là. Et puis bien évidemment, voilà, le deuxième est arrivé. Ce petit être est là et forcément ça va changer notre regard de parents. Nous allons considérer cette petite chose comme vraiment toute petite, toute fragile. En fait, je me souviens très bien, après avoir accueilli ma fille aînée, 2 mois après, elle a un petit cousin qui est né. Et en allant voir ce bébé à la maternité, j'en ai pleuré dans l'ascenseur à quel point cette petite chose était toute mimi, toute fragile et que ma fille de seulement 2 mois avait déjà grandi. Elle était immense à côté de ce nouveau-né et ça m'avait fait un choc. Alors qu'en réalité, il n'y avait que 2 mois d'écart. Donc bah voilà, on va avoir ce même effet lorsque un second arrive. Tout à coup, notre aîné va nous paraître vraiment plus grand. Et peut-être que par cette impression, on va lui accorder beaucoup plus de responsabilités sans même en prendre garde, sans que ce soit conscient. On va peut-être lui mettre beaucoup trop de choses sur ses épaules, considérer qu'il est devenu grand et donc quelque part occulter une bonne partie de ses besoins d'enfant. Parce que je sais pas, moi par exemple mes aînées, elles ont 16 mois d'écart, mes 2 grandes. Donc voilà, j'ai accueilli un deuxième bébé alors que la première n'était encore qu'un bébé elle aussi. Et donc voilà, c'est important de mettre le regard là-dessus sur peut-être ce sentiment qu'on va avoir et puis de bien redoser. Voilà, qu'est-ce que finalement, quelle est sa place d'enfant individuel et puis du coup le remettre correctement dans la fratrie avec des responsabilités qui sont adéquates. Elle va nous parler de plusieurs choses, alors là je vais simplement les citer, mais par exemple le besoin qu'on a de protéger ce tout petit bébé qui est fragile, peut-être des jeux plus actifs, plus vifs. J'avais envie de parler de chahut. Moi j'ai vu des objets voler dans la pièce alors que mon bébé était posé au sol sur un tapis. Forcément, ce sont des choses qui m'ont inquiétée, donc elle parle de ça, de comment est-ce qu'on peut aborder ça sans qu'il crée des conflits. Et elle va parler bien évidemment de quelque chose qui peut très très vite se mettre en place à nos dépens, à savoir l'esprit de compétition. Dans la famille, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut développer? Une compétition ou plutôt une coopération? Donc elle vous permettra de réfléchir là-dessus dans cet ouvrage. Elle abordera la possible régression de votre aîné. C'est quelque chose qu'on constate assez fréquemment. Un enfant qui savait très bien nouer ses chaussures tout seul, qui savait très bien manger à la cuillère tout seul, et puis qui, lorsqu'il va voir que on donne à manger à la cuillère à son petit frère, sa petite sœur, tout d'un coup, il va dire qu'il est plus capable. Il va avoir besoin comme de vérifier qu'on est toujours là pour lui s'il a besoin. Et puis il va avoir besoin de retrouver ce sentiment, ce plaisir aussi qu'il voit par empathie dans les yeux du petit frère, de la petite sœur, et puis même le plaisir que nous on peut avoir à retrouver un bébé à nos côtés. Donc du coup il va peut-être vérifier est-ce que c'est encore possible. Et donc notre réaction à ce moment-là va vraiment déterminer est-ce que ça va créer un blocage ou pas en fait. Elle parlera du rôle du papa également, un papa qui va pouvoir trouver une place particulière avec l'aîné, parce qu'en effet, les premiers temps, la mère et le nouveau-né forment une dyade quand même assez importante pour les deux et pour le développement de la famille aussi. Et donc ce serait peut-être l'occasion de créer des relations toutes privilégiées entre le père ou l'autre parent et l'aîné. Gros défi que je me souviens avoir dû relever avec l'arrivée de mon deuxième enfant, c'est gérer les besoins d'attention. Les journées étaient interminables, mon mari travaillait, et c'est le cas quand même de très nombreuses familles. Et puis il fallait que je gère les besoins d'attention de 2 enfants, à savoir une de 16 mois et un nouveau-né. Il est important à ce moment-là d'avoir quelques notions, à savoir sur
le réservoir affectif peut-être, le nôtre bien sûr, celui de nos enfants en effet, et puis d'avoir un peu de créativité à ce moment-là, de comment est-ce qu'on va faire pour répondre aux besoins de nos enfants de façon adéquate sans vider totalement notre propre réservoir affectif. Voilà ce qu'elle peut dire par exemple du conflit qui vous permettra de changer d'image sur ces situations qu'on redoute ou qui nous agacent profondément en tant que parents. Elle dit une relation sans conflit n'est pas une relation, c'est une image de relation. Le conflit permet un approfondissement de la relation. C'est pour les enfants l'occasion de s'accepter tels qu'ils sont. Je vous abrège un petit peu, je vous prends des idées de ce paragraphe. Ils sont le signe que la relation est mature et riche. On devrait peut-être donc éviter de rechercher à tout prix l'absence de conflit. Alors que, en revanche, les attaques, elles, comme je le disais tout à l'heure, elles peuvent mettre en danger l'un des deux enfants ou même les deux, puisque souvent une attaque va générer certainement une autre attaque. Et que donc voilà, il va être important que l'on pose notre désaccord là-dessus. Il est hors de question d'accepter ou de tolérer que l'un de nos enfants se sente en insécurité physique ou affective avec ce type d'attaque. Et pourtant, en s'opposant fermement à ça, il va falloir faire preuve d'énormément de douceur et d'empathie pour l'agresseur qui, lui, est en train d'exprimer une souffrance. Ça n'aurait donc pas de sens de venir punir ou sévir là-dessus. Il s'agit simplement de s'opposer avec force et tendresse à ce type de réaction et puis d'aller réparer ce qui a provoqué cette réaction. Elle nous invite à aller un petit peu en introspection, nous dire mais qu'est-ce qui m'inviterait moi à aller frapper quelqu'un, pour quelle raison est-ce que j'irais agresser une autre personne. Donc c'est dans cette introspection qu'on peut se rendre compte à quel point il faudrait qu'on se sente mal pour en venir à ce point-là. Et donc elle nous invite à aller désamorcer des débuts de crise. C'est toujours très difficile. J'aborde souvent avec les parents, que ce soit en groupe ou en consultation, des idées créatives pour désamorcer des crises qui pourraient glisser sur un terrain violent. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter, sur lequel il faut s'entraîner. On ne va pas y arriver à tous les coups. Elle propose bien évidemment l'humour, d'exagérer des scènes lorsqu'on sent que ça va dévier, notamment lorsque l'enfant nous agresse nous, puisqu'on peut très bien être la personne visée. Elle nous invite à désamorcer cette agression en faisant un jeu de théâtre en fait. Alors ça peut être, si c'est pris au bon moment, et c'est là qu'il faut faire appel à toute notre sensibilité parentale et se laisser le droit à l'erreur, parce que trouver ce bon moment, ça peut demander un peu d'entraînement. Et bien si on arrive à désamorcer au bon moment, ça va vraiment être génial. On va aller recharger la relation avec l'autre en faisant peut-être un jeu de chahut qui va nous permettre du contact physique, de la proximité. C'est vraiment génial. Par contre, si on prend ça un peu trop tard, alors on pourrait être dans quelque chose qui est de l'ordre de la moquerie. Et là, il va falloir tout de suite réviser notre tir et se mettre en empathie et dans une posture qui sera plus proche de l'écoute. Pour l'agresseur, pour nous aussi peut-être, pour l'agressé également, ou celui qui était visé par ce qu'on est en train d'essayer de désamorcer. Souvenez-vous un petit peu de votre enfance encore une fois et voyez comment est-ce que nos parents géraient ça. Moi, systématiquement, mes parents essayaient de stopper un conflit. Donc c'était la solution la plus douce, c'était chacun dans sa chambre, on n'en discute plus, ce qui vient d'avoir lieu n'a jamais eu lieu. On se priverait d'un beau message éducatif si on ne permet pas à nos enfants d'explorer en toute sécurité la résolution de conflits. Soyons clairs, on ne vit pas dans un monde de bisounours, des conflits ils vont en rencontrer, ils vont devoir en gérer pas mal dans leur vie. Et alors, plus on commence tôt à apprendre des techniques peut-être de communication, à apprendre à se mettre à l'écoute de l'autre, plus on sera équipé pour faire face à la société, aux conflits qu'on va rencontrer dans notre travail, dans notre famille, etc. Donc en lisant cet ouvrage, vous allez découvrir des outils et puis réfléchir à votre façon d'intervenir dans ces conflits. Comment est-ce que vous pouvez être un parent qui soutient le conflit et surtout sa résolution, soyons d'accord.
Donc on est sur un ouvrage de Catherine Dumonteil-Crémer, donc vous imaginez bien qu'elle va nous proposer d'intervenir de façon légère, drôle et ludique, de faire de ces conflits des belles opportunités de relations en fait. Un point essentiel qui me vient, moi j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent à mesure que mes enfants grandissent, c'est qu'il y a quand même un moment où c'est possible de résoudre un conflit et d'autres moments où ça ne l'est pas. Et je trouve que je suis amenée de plus en plus souvent à reporter la résolution de conflits. En effet, les émotions montent tellement et deviennent tellement viscérales chez mes filles. Je vois que ça, la puissance, et c'est d'ailleurs ce qui m'a amenée à reprendre en main cet ouvrage, la puissance des conflits est telle, et même des attaques, qu'il est impossible de s'imaginer la plupart du temps avoir une discussion constructive à ce moment-là. Le cerveau, à la fois de mes enfants et le mien, parce que du coup, face à deux personnes énervées, on a vraiment énormément de facilité à s'énerver de la même façon. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une vidéo qui explique le fonctionnement du cerveau émotionnel de Daniel Siegel, donc je vous mettrai le petit lien là-haut. Donc voilà, moi face à mes enfants qui sont en train de monter en colère, très facilement je vais monter en colère. Donc on a toujours tendance à s'imaginer qu'il y a une urgence à résoudre un conflit ou un problème. Je pense que l'urgence c'est de se reconnecter à soi, en l'occurrence à la partie de notre cerveau qui nous permet d'être quelqu'un de raisonnable, raisonné, et qui se sert de ses expériences passées pour construire l'avenir. Lorsqu'on est énervé, on n'a plus du tout accès à cette partie-là de notre cerveau et il est très probable qu'on ne prenne pas une décision dont on sera fier plus tard. Donc elle propose bien évidemment de ne pas intervenir sur le moment en fonction des situations. Elle abordera la notion du partage qui est assez intéressante et aussi quelque chose qu'on voit dans pas mal de familles, à savoir est-ce qu'on n'essaierait pas de donner à chacun exactement la même chose. On a l'impression que de cette façon on s'évite des inégalités. Voilà, elle aborde de façon très intelligente cette question-là. C'est quelque chose que j'observe autour de moi, dans les familles qui m'entourent. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié, enfant, qu'on ne m'impose pas cette égalité absolue et qu'on puisse répondre aux besoins de ma sœur aînée, par exemple, qui n'a pas eu les mêmes besoins pour ses études. J'ai trouvé ça très rassurant pour moi, de voir que mes parents étaient prêts à répondre à ses besoins. J'ai pas eu les mêmes besoins et je me suis pas sentie lésée parce que je savais que si j'avais besoin de quelque chose d'autre à un autre moment, mes parents feraient tout pour répondre à ce besoin-là aussi. Donc on n'était pas sur cette notion de donner exactement la même chose à chacun, on était plutôt cette notion de considérer que chacun était un individu unique et que les parents étaient là pour répondre aux besoins individuels et uniques de chacun de leurs enfants du mieux qu'ils le pourraient, bien évidemment. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande dans votre bibliothèque. Encore une fois, c'est Catherine Dumonteil-Crémer. Donc voilà, elle m'a formée, donc je suis assez alignée avec ce qu'elle propose en effet. Et vous allez retrouver dans la bibliothèque des parents pas mal de ses ouvrages, en effet. La semaine prochaine, je viens avec d'autres vidéos, des livres dont vous pourrez partager la lecture avec vos enfants. Il s'agira de traiter les questions un peu taboues de la sexualité et notamment de la prévention des agressions sexuelles. C'est un autre sujet qui peut être intéressant d'aborder pendant les vacances. A très bientôt avec d'autres livres sur la parentalité. Bonnes vacances à tous!